Bien, en lisant l'intitulé de ces journées et en lisant l'intitulé surtout de la table ronde qui nous réunit ce matin, bien entendu, le premier terme qui a attiré mon attention, c'est celui de métier. Car du métier, il existe des conceptions fort diverses. J'en retiendrai deux. La première, c'est la conception du métier telle que l'avait formulée Marc Bloch dans un célèbre ouvrage, Apologie du métier d'historien, Apologie de l'histoire ou Métier d'historien. C'est un ouvrage qu'il écrit en 1941 et c'est pour ainsi dire un ouvrage de commande puisqu'il s'adresse à son fils qui lui dit « Papa, explique-moi donc à quoi sert l'histoire ». Eh bien, cette vision du métier, c'est une vision introspective, c'est une vision apologétique, c'est une sorte de défense et illustration de. C'est donc que dans l'acception médiévale du mot métier que Marc Bloch s'exprime, une acception médiévale qui signifie que le métier répond à un besoin. Toute différence est la conception du métier de bibliothécaire, publié par les soins de l'ABF et auquel Yves Alix a tout à fait, à juste titre, a fait allusion tout à l'heure. Et dans les multiples éditions du métier de bibliothécaire, on voit bien que la conception est prosaïque, utilitariste, techniciste, et qu'il s'agit en fait de faire une sorte de vadémécum de tous les savoirs que devrait au moins théoriquement connaître un bibliothécaire dans l'exercice de ses fonctions. Un autre éditeur l'aurait appelé la bibliothéconomie pour les nuls. Eh bien, ces deux visions ne sont pas si inconciliables ou si irréconciliables l'une que l'autre. Il paraît en effet tout à fait logique et normal de se demander à la fois à quoi servent les bibliothèques, à quoi servent les personnels des bibliothèques et des métiers de la documentation, en quoi et comment ils doivent servir, qui doivent en être les serviteurs et puisqu'ils doivent servir, quels doivent être leurs profils, quelles doivent être leurs compétences. Ces interrogations sont récurrentes dans le petit monde des bibliothèques. Il suffit pour s'en convaincre de faire une recherche rapide à travers le moteur de recherche du bulletin des bibliothèques de France, du moins le BBF tel qu'il se présentait à nous jusqu'en 2014, pour voir qu'une multitude d'articles ont été consacrés à la question et que même 2 dossiers lui ont fait une part exclusive. En 1995, un dossier intitulé sobrement « Métiers et formations ». En 2007, un autre dossier formulé, lui, de façon interrogative, « Bibliothécaire, quelle formation ?» Alors d'autres témoignages convergents atteste de l'intérêt porté à cette question. En moins de 10 ans, il n'y aura pas eu moins de 3 réformes du diplôme de conservateur des bibliothèques. Une réforme en 2007, une autre plus importante, plus lourde, en 2010, et qui a été mise en œuvre à la rentrée 2011, et puis une troisième qui est en œuvre aujourd'hui, qui n'a pas encore abouti, mais nous étions vendredi dernier réunis au sein de la commission pédagogique pour essayer de voir comment améliorer cette formation des conservateurs de bibliothèques. Et il y a également des réflexions qui sont portées sur la formation des bibliothécaires au sein même de cette école. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de grandes réformes définitives et qu'on est obligé très régulièrement d'interroger la formation et d'apporter des amodiations aux modalités de sa construction. Autre convergence, les réformes des concours ont été aussi nombreuses ces dernières années, tout allant dans le sens d'une professionnalisation. Et je voudrais quand même citer ici la réforme importante du concours de conservateur des bibliothèques qui a eu lieu en 2007 et qui a introduit l'épreuve de motivation professionnelle qui manquerait si cruellement à la plupart de nos concours. Enfin, et Yves Alix l'a rappelé, en 2012,
L'inspection générale des bibliothèques, dans un rapport coordonné par Pierre Carbone, s'est interrogée sur quels emplois dans les bibliothèques, état des lieux et perspectives. Alors des interrogations récurrentes traversent ces études ou ces réformes. À la diable, j'en citerai quelques-unes. Sur quel socle de formation initiale doit s'appuyer la formation continue ou la formation dite tout au long de la vie? Faut-il privilégier la polyvalence ou la spécialisation des tâches? Comment doit-on procéder au pyramidage des emplois? C'est une question qu'a en particulier soulevé le rapport de l'inspection générale que j'évoquais à l'instant. Quel équilibre trouver entre les compétences managériales et les compétences scientifiques? Faut-il rester dans l'entre-soi ou bien s'ouvrir à d'autres filières, à d'autres profils au sein même de nos établissements? Les métiers de la lecture publique ou les métiers exercés dans les bibliothèques territoriales et les métiers exercés dans les bibliothèques universitaires sont-elles les mêmes ou existent-elles parfois des compétences distinctes? Le vivier du recrutement, Yves Alix l'a rappelé, est essentiellement littéraire. Est-ce un atout? Est-ce une difficulté? Qu'attendent les administrations centrales des bibliothèques et des bibliothécaires de leur profil? Voilà, me semble-t-il, quelques-uns des thèmes qui pourront nourrir ce débat. Un débat qui, et je cite de nouveau Marc Bloch, un débat qui, je l'espère, dépassera de beaucoup les petits scrupules d'une morale corporative. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai autour de moi Sophie Mazins, chef du département, aidez-moi, chef du département de l'information scientifique et technique et des réseaux et des réseaux documentaires. Ça y est, je l'ai appris. Bravo, bravo. Donc, qui représentera l'administration centrale du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Isabelle Helleux, directrice de Lyon 1, voudra bien nous donner son point de vue d'un établissement. Ensuite, je proposerai à Valérie Gaille, qui est chef du département des ressources et de l'action territoriale au service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, de nous donner le point de vue de l'administration centrale côté ministère de la Culture. Et enfin, Frédéric Lafont, président de la FNADAC, Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles, qui nous donnera le point de vue des employeurs territoriaux. Et d'abord, Sophie Mazins. Bien, bonjour à tous. C'est bon, on m'entend? Alors, c'est bon là? C'est un peu agressif. Bon, passons. Bien, bonjour à tous. Donc, on a entendu ce matin quand même deux choses importantes à mon avis. C'est d'une part la nécessaire structuration du paysage, qui soit national. Vous avez entendu parler, bien sûr, des licences nationales, des projets COLEX, des spécificités qui, quelque part, structurent un paysage national de grands projets. Et d'autre part, la structuration dans la logique de site, qui pourrait sembler un petit peu contradictoire, mais en fait qui ne l'est pas, puisqu'il faut qu'on fasse avec de toute façon, et des spécificités quand même de notre filière bibliothèque. Il y a peu de temps encore, j'étais chef d'établissement, donc je vois bien ce que ça peut être de défendre une filière documentation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. C'est toujours un peu compliqué, on a la formation, on a la recherche, on a la documentation. Et quelque part, il faut tracer son chemin. Alors son chemin, on le trace comment, à mon avis? On le trace d'une façon à la fois avec une réflexion sur les missions de ce qu'on a à faire. Avant tout, on propose de la documentation, quel que soit son support, et on la propose pour un public. Et tout ça, ça évolue. Donc nous évoluons. Et les publics évoluent eux aussi. Alors, la formation pour les filières bibliothèques, à mon sens, c'est un enjeu assez particulier. Déjà parce qu'on l'utilise beaucoup. Vous avez une formation initiale, la plupart d'entre vous l'êtes ou vous enseignez en formation initiale.
Mais derrière, il y a beaucoup d'offres, effectivement, de formation continue, de différentes structures. Mais surtout, elle détermine aussi, moi à mon sens, il y a de la place pour tout le monde, dans le sens où il y a des spécialisations qui naissent, qui deviennent importantes, qui rabaissent, etc., qui donnent toute leur importance à la formation initiale telle qu'on peut la vivre ici, des cadres à l'ENSIB. Attention quand même, il y a beaucoup de coûts engagés, on cherche du coup des coopérations, de l'articulation, de la mise en commun, et je pense que c'est le travail d'administration centrale d'essayer de coopérer et de faire émerger un certain type de structure de réseau. Donc, pas de concurrence à mon avis, mais plutôt aller chercher les compétences là où elles sont. Quelques mots sur polyvalence ou spécialisation des tâches. À mon sens, c'est ni polyvalence ni spécialisation. Vous allez être appelé, enfin pour tous ceux qui sont encore à l'école, à passer une vie professionnelle d'environ 40 ans dans les bibliothèques. C'est bien du temps. Hein. Et ce temps-là, eh ben, c'est le temps aussi des apprentissages tout au long de la vie. Hein, quand on vous parle de formation continue, etc., ça veut dire que vous avez la chance, enfin vous aurez la chance, vous avez la chance d'exercer un métier qui permet de faire beaucoup de choses, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire vous pouvez vous intéresser à la fois à des problématiques autour des collections, autour des publics, autour de la communication, tout ça autour, bien sûr, dans une mission centrale d'offres documentaires. Et je pense que ça nécessite à chaque fois, pas de vous spécialiser, mais d'un moment ou à un autre de votre carrière, d'être en formation pour faire autre chose. C'est 40 ans, c'est long, je vous assure, hein, et ça vaut le coup d'investir là-dessus, surtout à la fin. Ça vaut le coup d'investir là-dessus, et je pense que les articulations formation initiale, formation continue, elles sont... Il y a des enjeux autour de ça. Alors ça veut dire qu'il faut quand même un socle commun, bien sûr, un socle commun de formation qui est travaillé sans cesse et remis sans cesse au goût du jour, au goût des pardon, excusez-moi, des mutations un peu technologiques. Alors, en quoi le numérique infléchit-il les profils de poste? Alors, on remarque quand même dans les fiches de poste qui sont proposées, vous avez dû peut-être le voir ou le constater, que de nombreux établissements demandent une compétence de plus en plus pointue en informatique documentaire, par exemple, ou alors en coopération avec la recherche. Soit, c'est des moments qu'il faut faire, mais c'est pas, pour moi, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus une raison pour hyper spécialiser les formations initiales. Je pense qu'il est important que les compétences recherchées et recherchées pour les cadres des bibliothèques, qui sont toujours de trois types, on l'a déjà dit, qui sont scientifiques, si tant est qu'on puisse mettre quelque chose sous ce mot, managériales et techniques, elles sont à acquérir toutes, évidemment, dans un socle de formation initiale. Alors, scientifique, c'est quoi? C'est, bon, au-delà de la connaissance de la gestion des fonds, qui est quand même important, des connaissances maintenant du monde de la recherche, des attentes des chercheurs. Vous savez qu'on parle de bibliométrie, on parle de veille spécialisée, on parle d'aide à la publication. Les bibliothèques, elles sont dans un écosystème, que vous soyez dans un écosystème de recherche, de formation, souvent les deux à l'université. Il va bien falloir débloquer un certain nombre de savoirs scientifiques qui vont vous permettre de dialoguer avec tous ceux dont vous aurez besoin pour remplir votre mission documentaire de mise à disposition. Alors manager, oui, c'est aussi au-delà de tout ça, manager, être directeur de bibliothèque, c'est avoir des compétences d'une réflexion stratégique dans un environnement qui est quand même maintenant bien vaste, et aussi des compétences techniques derrière ça. Depuis l'autonomie des universités, par exemple, l'État ne donne plus de budget fléché. Il vous faut aller chercher votre budget. Vous êtes concurrentiel avec les autres services. Il vous faut connaître très bien les mécanismes de ressources humaines, de droit, de pilotage, et bien connaître aussi la façon dont on met en musique l'information scientifique et technique, aussi bien au local qu'en régional qu'en national. Alors, tout ça, c'est, moi, à mon sens, les catégories conservateurs, c'est bien les tâches d'encadrement et de pilotage qui vont finir par être votre cœur de métier. C'est pour ça que, quelque part, je parlais de trajectoire. Parce que les trajectoires, elles ne se font pas comme ça du jour au lendemain, elles se créent.
Et si on souhaite maintenir une réelle capacité à occuper les emplois de direction, il faut vraiment aussi convaincre les employeurs. Hein. On n'est pas, voilà, on n'a pas un statut qui forcément nous protège particulièrement ou empêcherait d'avoir d'autres personnes qui dirigent à terme les bibliothèques. Donc il faut faire attention à ça. Il faut à la fois se prévenir par la formation de professionnels de qualité et aussi pouvoir convaincre les employeurs. Donc c'est vrai, quand on parlait tout à l'heure de communication sur les filières, etc., je pense que ça c'est un axe assez important à développer. Alors, je vous ai parlé un tout petit peu en filigrane de la formation initiale, de la formation tout au long de la vie, quel équilibre. Voilà, hein, moi je pense que l'équilibre il est tout trouvé parce que d'une part on est obligé d'avoir des interlocuteurs de plus en plus nombreux dans nos filières, que les formations elles doivent servir à ça aussi, elles doivent aider à ça. Et elles doivent pouvoir proposer tout au long de votre carrière, quand vous en aurez besoin, un certain nombre de formations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient professionnelles. Après, vous la trouverez dans beaucoup d'endroits, puisque les universités aussi sont des creusets de formation. Ils le sont pour des aspects techniques et pour des aspects de recherche. Vous les trouverez ici, vous les trouverez en local, dans les CRFCB ou ailleurs. Vous avez les compétences de l'INTD sur la recherche, bref. Tout ça, il est important, je pense, de l'organiser et d'y faire appel au fur et à mesure des besoins qu'on a dans les établissements. Voilà. Alors les attentes du ministère en matière de profil d'emploi, on observe quand même à la fois la réorganisation territoriale et la spécialisation des métiers. J'aurais tendance à dire que le ministère de l'Enseignement supérieur, lui, il n'a pas d'attente particulière en matière de profil d'emploi. Les profils d'emploi, ils se font, ils se créent, il faut les suivre. Les établissements ont des besoins, on s'adapte à ces besoins. Nous, on constate peut-être une petite difficulté des établissements à pouvoir des postes de direction, la faiblesse des places au concours par rapport aux besoins et l'émergence quand même assez forte dans les établissements du recours au contractuel, qui lui aussi pose des problèmes de formation. Et qu'à la fois, ces formations, elles doivent s'organiser dans les établissements. Hein, je pense pas forcément, je peux penser à la catégorie A, mais je pense aussi à certaines filières un peu spécialisées, ou même les catégories C, magasiniers, maintenant pied de corps, qui arrivent en recrutement sans concours, drôle de terme, mais c'est comme ça, et qui doivent aussi être formés. Donc ça veut dire que la formation, quelque part, vous l'avez maintenant, mais vous serez aussi tenu plus tard de la concevoir ou d'aider à faire des parcours de formation pour toutes les filières dont vous aurez la charge. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci. Bien, je vous propose qu'on prenne les questions peut-être plutôt à la fin. Dans ce que vous avez dit, j'ai remarqué une hésitation. Vous paraissiez très clair sur la vocation managériale des bibliothécaires, sur leur vocation technique aussi, un peu plus hésitante sur leur dimension scientifique. Est-ce que vous pourrez revenir là-dessus ? Non, je ne suis pas du tout hésitante, en fait, excusez-moi, sur les dimensions scientifiques. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est le cœur de métier, quoi. Donc, je ne souhaitais pas revenir particulièrement sur quelque chose qui me semblait le cœur de métier, c'est-à-dire l'offre de collection et son accès, c'est-à-dire la spécialisation qu'on peut avoir à la fois sur les fonds. Et là, j'insiste encore, quel que soit leur support. Et c'est bien nos enjeux maintenant, c'est-à-dire que on se doit de présenter, de donner accès à un certain nombre un flux documentaire maintenant qui arrive et qui nécessite, enfin pour moi le travail scientifique, il allait de soi. Excusez-moi, j'ai essayé d'insister plutôt sur ce qui semblait être nouveau. Oui, mais il y a des choses qu'il vaut mieux dire nettement. Ça va mieux en le disant. Merci. Isabelle Elleuf, comment réagissez-vous au propos de Sophie Mazins ? Bonjour à tous. Comme j'interviens vraiment au pied levé, vous pardonnerez l'absence de construction vraiment complète de mon discours et je vais vous faire part effectivement de quelques réflexions sur les attentes, puisque peut-être que le ministère a moins d'attentes, mais les établissements en ont énormément. C'est normal. Donc je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Sophie Mazins, puisqu'on s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. J'insisterai simplement sur ce qu'on ne vous dit jamais à l'ENSIB.
à savoir qu'est-ce qu'on attend exactement de vous quand vous arrivez dans un établissement, c'est vraiment la souplesse et l'adaptabilité. On est préparé, on est formé, mais on ne vous dit pas à quel point vos métiers vont évoluer, à quel point vous allez devoir vous adapter, non seulement au contact des équipes, des évolutions bien évidemment du métier, mais également aussi des attentes de la gouvernance et de vos usagers. Donc ça, je pense que c'est la qualité première, la souplesse du bibliothécaire qu'il faudra souligner. Alors, effectivement, en établissement, on attend bien sûr du sortant de l'ENSIB, quel qu'il soit, qu'il sache tout faire, qu'il sache bien se positionner. Et j'insisterai tout particulièrement sur la notion de savoir-être par rapport aux équipes, qui est une dimension sur laquelle l'ENSIB insiste maintenant depuis quelques années et qu'elle va renforcer, si j'ai bien compris, dans la formation des conservateurs de bibliothèques. C'est, et je m'en réjouis, une épreuve de motivation professionnelle à l'entrée de l'ENSIB qui permet également de construire ce discours et cette volonté de s'insérer dans la profession et qui se renforce tout au long de la formation et également de la formation tout au long de la vie pour pouvoir sans cesse être capable de se positionner au bon niveau par rapport à sa direction, par rapport à ses collègues, par rapport à une gouvernance pour être en mesure d'exercer pleinement son métier. Je dis cela parce que, bien évidemment, hein, on connaît tous les évolutions technologiques et de notre environnement, les attentes renforcées sur différents métiers, notamment autour de la recherche. Mais j'insisterai aussi sur les attentes de nos usagers, sur la qualité de nos bibliothèques et des services que nous devons leur rendre, qui nous obligent sans cesse à nous questionner. Les choses que l'on met en place, les services que l'on met en place, on doit sans cesse se questionner pour savoir si cela répond vraiment aux besoins, aux attentes de nos usagers, si ça n'est pas juste sorti des élucubrations des bibliothécaires qui croient souvent mieux savoir que leurs usagers. Donc vraiment se questionner, essayer de recueillir au mieux leurs attentes et de construire, de co-construire et surtout d'évaluer notre action et de la remettre en question, de la réévaluer et de la reconstruire sans cesse. C'est vraiment ce processus-là, alors je parle d'autant mieux de la qualité que j'en profite pour souligner que le SCD Lyon 1 est certifié ISO 9001 et vient de connaître son audit de suivi la semaine dernière, dans lequel nous sommes confortés dans notre position, mais parce que cela nous a aidé aussi à vraiment nous repositionner, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'offres de services, et accompagner en fait les personnels par la formation tout au long de la vie, des formations en intra également que nous organisons, a été vraiment une occasion importante dans la vie de l'établissement de repenser sa stratégie et de se repositionner aussi par rapport à sa gouvernance en ayant des arguments très étayés et des axes stratégiques très affirmés. Concernant la formation, effectivement, Sophie Mazin en a parlé également. C'est vraiment cette dimension on sort de l'ENSIB mais on n'a pas fini son parcours, on n'est pas encore construit. Donc au sein de la DBU, nous avons aussi œuvré pour faire des propositions et essayer d'appuyer l'action de l'ENSIB, notamment en souhaitant que les stages soient renforcés, soient allongés, parce que nous pensons aussi que c'est très bien ce que l'on apprend en formation auprès de professionnels, mais c'est aussi important de l'apprendre au sein de stages, donc en situation de responsabilité au sein d'un établissement, voire à l'étranger, parce que c'est une occasion unique aussi de prendre connaissance d'autres pratiques, d'autres positionnements stratégiques d'établissement et de revenir sans cesse nourri et enrichi de ces différentes pratiques. Donc voilà, c'est pour nous deux temps, à la fois de passage en établissement et puis d'aller-retour à l'extérieur qui nous semble vraiment indispensable et que l'on connaît effectivement au cours de cette longue carrière et qui permet aussi de rebondir et de se redynamiser en ayant connaissance d'autres pratiques. Donc pourquoi pas envisager également que la formation tout au long de la vie puisse se faire dans des établissements à l'international. C'est une dimension sur laquelle, en tout cas en tant que directrice, je m'appuie vraiment beaucoup et qui pourrait peut-être être creusée aussi dans différents projets. Que vous dire d'autre sur la formation que c'est un éternel recommencement, ça c'est une banalité. Mais qu'il ne faut pas hésiter à considérer la pratique professionnelle au regard des pratiques d'autres professionnels au cours de stage.
Et donc là, je salue effectivement l'action de l'ENSIB qui s'inscrit vraiment dans une dimension très dynamique de proposition de stage et qu'il convient pour moi de vraiment sans cesse renouveler ces expériences d'aller-retour et d'échange surtout avec nos collègues qui sont souvent très riches au quotidien. Pour l'instant, c'est tout de mes réflexions. Merci beaucoup de nous avoir fait partager au pied levé votre vision du métier. J'ai relevé que vous étiez particulièrement attentive à la qualité du bibliothécaire en ce qu'il sait ou non se situer dans un environnement. Et là, on voit bien que les bibliothèques universitaires se sont rapprochées des bibliothèques territoriales. C'était une préoccupation qui était beaucoup moins constante, beaucoup moins aiguë il y a de cela une trentaine d'années. L'autonomisation des établissements universitaires venant, il est évident que cette aptitude à se situer dans un environnement administratif et politique est devenue quelque chose d'essentiel, et je pense du reste que Frédéric Lafont nous en dira un mot concernant les bibliothèques territoriales tout à l'heure. Auparavant, je passe la parole à Valérie Gaille. Merci. Avant peut-être de répondre immédiatement à vos interrogations, faire part de nos réflexions comme collègues, je voudrais peut-être situer les bibliothèques culture dans cet environnement. Tout à l'heure, Yvalix a dit que la filière, c'était à peu près 6000 agents. Je voudrais dire qu'à la culture, c'est environ un petit peu moins de 1500 qui sont principalement regroupés à la BNF, comme vous savez, avec environ 1150 agents de la filière des bibliothèques sur environ 2400 personnels, pour vous donner un ordre d'idée et l'équilibre que ça représente. À la culture aussi, nous avons la tutelle de la bibliothèque publique d'information, c'est environ 230 personnes, et pour la filière, environ 140-150 personnes. Il y a le CNL, le troisième établissement public, mais qui emploie très très peu d'agents de la filière, 4 ou 5, donc ça reste résiduel. Et puis, dans notre réseau, nous avons également les bibliothèques municipales classées. Et là, c'est une centaine de conservateurs qui sont mis à disposition. Tout ça, c'est pour vous présenter un petit peu ce paysage culture. Combien sont-ils réellement en poids? Principalement des conservateurs généraux, et des magasiniers. En tout, à peu près entre 450 personnes. Le poids est à peu près équivalent, sachant qu'évidemment les magasiniers sont les plus importants à la BNF. Dans les profils de poste, pour la centaine de conservateurs que nous avons mis à disposition des collectivités, nous retrouvons environ 3 profils principaux. Un tiers de directeur, à peu près un tiers de chargé de mission pour le patrimoine, un tiers pour le numérique et la coopération. Ça, ce sont les profils qui sont recherchés actuellement. Ensuite, pour la BPI et la BNF, là, vous connaissez les profils, des compétences classiques, chargé de collection, en tout cas, toujours les missions traditionnelles, conserver, gérer, acquérir, et les services au public. Voilà, c'est le paysage que je voulais dresser un petit peu avant que nous passions aux réflexions. Je voudrais dire que ma voisine a parfaitement bien répondu et au pied levé à ces interrogations, et que je partage le discours qu'elle a formulé. Je l'ai trouvé extrêmement actuel et correspondant tout à fait à nos attentes. Alors je dirais, qu'est-ce qu'on recherche comme professionnel? Je dirais quelqu'un qui est passionné et qui est curieux, outre le fait qu'il ait toutes les compétences scientifiques et culturelles, et pour un parcours qui va durer, je suis désolée de dire, plus de 40 ans, peut-être 42 ou 43 ans, je vais enfoncer le clou. Il faut que même à un âge avancé, je peux le dire, puisque moi j'ai un âge avancé, il faut rester curieux, passionné, et avoir envie de transmettre à des publics différents. Et je crois que c'est ça qui est le plus important pour nous, même si ça fait, semble-t-il, sourire dans l'Assemblée. Il me semble que c'est ça qui reste important, qui est le moteur de notre action. Alors, peut-être sur les compétences, peut-être j'irai déjà sur cet aspect-là. Sur les compétences, je dirais qu'en BMC, nous avons des attentes principalement sur les postes de direction. Il est assez difficile, nous avons un vivier assez faible
et une assez forte demande sur les postes de direction. Et parfois, ce sont des conservateurs territoriaux qui vont également concourir aux différents postes qui sont proposés et qui auront finalement, au final, le poste. Donc nous avons un besoin, outre les compétences scientifiques, un besoin effectivement de savoir se situer dans un environnement administratif et politique. Il faut également, en plus de toutes ces compétences et toutes ces aptitudes scientifiques dont disposent les conservateurs, des compétences managériales, des compétences juridiques, voire des compétences économiques. J'insiste un peu sur cet aspect des choses. On voit comme ça commence à émerger, mais on a quand même un vivier où les personnels sont pourtant des cadres A+, et c'est ça qui est important, parce que le parcours va être enrichi tout au long de cette, je dirais, de ce déroulé de carrière. Et donc il est important de disposer, outre des compétences scientifiques, mais de compétences plus larges, plus administratives, parce que savoir être vis-à-vis d'un élu, savoir-être vis-à-vis d'un cadre territorial, disposer de ce bagage, enfonce peut-être des portes ouvertes, est quand même plus rassurant et permet à la personne d'être plus à l'aise vis-à-vis de ça. Et ça, je pense que l'école a entendu au cours de plusieurs entretiens que nous avons régulièrement sur ces aspects, l'intérêt que ça peut avoir au terme de la formation, aussi bien la formation initiale que la formation continue, de pouvoir proposer aux professionnels d'améliorer ou de disposer de ce bagage de compétences que l'on peut acquérir, bien sûr. Alors, ça, ce sont un peu pour les BMC. Alors, peut-être aussi quelque chose qui pointe aussi dans les BMC, c'est l'aspect coopération. J'ai entendu plusieurs fois ce mot ce matin, coopération. Dans les missions que les conservateurs d'État ont en BMC, il y a également ce volet de coopération, c'est-à-dire cet aspect de négociation, de recherche d'un travail transversal pour valoriser un ensemble à la disposition du public. Et ça, c'est quelque chose de moins répandu, mais dont on a de plus en plus besoin, je dirais, ce profil de coopération. Sur peut-être, alors j'avance peut-être un petit peu trop vite, sur la BNF, bon, outre les compétences scientifiques que l'on connaît, il y a des choses qui apparaissent dans les compétences. La conduite de projet, ça c'est très très important. Savoir travailler en transversal et les métiers de coordination. On est encore dans le savoir travailler avec d'autres corps, notamment les informaticiens. Donc on a aussi besoin de profils. Toujours ces compétences classiques, mais avec quelque chose de supplémentaire. Pour peut-être les nouveaux métiers, mais j'avance peut-être trop vite. Alors le numérique, bien sûr, parce que ça c'est un peu incontournable. Alors, pour la BPI, je dirais qu'il y a un métier, il y a quelque chose qui évolue, en plus des compétences actuelles, c'est la médiation et la valorisation des contenus. On a besoin de littéraires. Ce matin, on s'est posé la question de savoir s'il fallait toujours avoir ce vivier, mais oui, il peut être important. Aujourd'hui, par exemple, mais c'est vrai que c'est un établissement peut-être qui est pas suffisant, dont les compétences ne sont pas forcément répandues partout, mais cette médiatisation, la médiation et la mise en valeur des contenus est quelque chose qui pointe et dont on a besoin. Bon, je pourrais revenir après sur d'autres aspects. Voilà, en gros. Merci. Il me semble que jusqu'à présent, on a surtout parlé des conservateurs, mais alors, à la lumière de ce que vous disiez, quid de ce qu'on attend des bibliothécaires, des assistants de conservation, des adjoints du patrimoine? Alors, dans l'interrogation, j'ai fait un peu des établissements avant de venir. Je dirais qu'à la BNF, par exemple, on m'a fait surtout part des besoins pour les catégories B, sur les compétences numériques, par exemple. Avec le développement du département, du dépôt légal numérique, l'ABN s'est lancée depuis la rentrée dernière
avec les sortants du concours d'IBAS, à les former en interne pour que ces nouvelles compétences, cette nouvelle disposition puisse être affirmée. Donc ça, c'est une évolution. Mais on reste toujours avec les compétences traditionnelles auxquelles on rajoute quelque chose. C'est ce que j'ai retenu de ces différents échanges que j'ai eus, c'est on a les compétences traditionnelles, mais on rajoute quelque chose avec. Voilà. Bien. Et puis, à propos de la médiation et de la valorisation, vous avez semblé limiter ces compétences à la BPI. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on en a tout à fait autant besoin en bibliothèque municipale, qu'elle soit classée ou non du reste, et que d'autre part, on n'a pas besoin précisément pour les développer de bibliothèques qui ne soient pas exclusivement issues de la filière bibliothèque? Alors, mon expérience est quand même très limitée. Donc peut-être que dans la salle, il y a des professionnels des bibliothèques et directeurs de bibliothèques qui pourront mieux que moi répondre à cette question. Quand j'interroge, moi j'ai trois groupes, j'ai 3 établissements, donc le périmètre est différent vraisemblablement aussi côté université. Mais moi quand j'entends ce que l'on me rapporte, d'un côté j'entends des gens qui disent on a besoin des compétences traditionnelles. Ça, elles sont incontournables. On ne les met pas de côté. On est plutôt dans quelque chose on va avoir besoin de quelque chose de nouveau, des choses nouvelles qui viennent compléter, mais on a un socle commun. La BPI, c'est vrai que c'est un exemple peut-être un peu atypique, mais dans ce qu'on me retourne comme information, c'est que effectivement, d'autres corps pourraient effectuer ces missions de valorisation ou de médiation, mais je dirais la compétence commune, le parler commun, une communauté fait qu'on a quand même besoin d'avoir un profil de conservateur ou de bibliothécaire pour réaliser ces missions. Mais dans la salle, peut-être que les collègues en direction peuvent compléter ce propos. Je pense que nous aurons tout à l'heure matière à parler avec la salle et que c'est un des thèmes qui pourrait être abordé, mais je pense que sur cette question également, Frédéric Lafont doit avoir des choses à nous dire. D'abord, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit rhume, donc je vais bien parler près du micro. Je remercie l'ENSIP d'avoir invité les directeurs d'affaires culturelles que j'ai l'humilité de représenter, parce qu'ils sont très nombreux en France, et ils sont vos interlocuteurs au niveau des collectivités territoriales. Donc de là où je parle, il est évident que vous avez annoncé le terme recruteur. C'est bien un poids lourd que je porterai là en tant que DAC. Le fait est que effectivement, les directeurs d'affaires culturelles sont des éléments de chaînon de langage entre les édiles, les exécutifs qui sont vos recruteurs, pour certains d'entre vous, et puis donc les spécialistes que vous êtes. Et nous travaillons avec les conservateurs de musées, de bibliothèques, mais aussi de centres d'art, les FRAC et autres, etc. Donc nous sommes des généralistes, les DAC, qui essayons d'établir un rapport de langage entre vous et les élus pour que chaque décision puisse être prise dans la meilleure des façons, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de politique culturelle sans prise de décision par l'exécutif, quel que soit leur niveau. Et vous participez donc à ce langage-là. Et la difficulté que nous représentons, que nous avons ensemble bien souvent, c'est est-ce qu'un généraliste peut comprendre le spécialiste et est-ce qu'il est capable de soigner les maux que tous nos concitoyens souffrent de l'accès notamment à la culture. Donc voilà d'où je parlerai. Je ferai si vous voulez bien, un propos en 3 temps. Un premier temps qui m'a semblé juste assez simple. J'ai regardé ce que nous, directeurs d'affaires culturelles, parfois nous indiquons à nos élus de type de spécialités dont nous avons besoin pour faire vivre nos établissements ou les projets culturels de territoire. Donc je me suis attaché à regarder deux, trois profils de recrutement qui sont actuellement en ligne sur les sites que vous connaissez pour dégager quelques orientations. Dans un second temps, j'aimerais signifier des
des niveaux d'attente et de compétences qui vont avec. J'en ai dégagé au moins 3. Et puis j'aimerais conclure sur le positionnement que vous devez avoir ou vous pouvez avoir, ou les questions qui se posent de votre positionnement dans les collectivités territoriales pour conclure, si vous voulez bien. Ça sera peut-être l'objet d'une discussion du passage de cette notion de qualification à compétence, et je rajouterai aujourd'hui l'attitude. En fait, ce que vous exprimez, me semble-t-il que c'est plutôt aussi une attitude de la relation, et je dirais un petit mot sur cette question-là, si vous voulez bien. Bon, alors pour donner le ton, il est évident que, alors je ne vais pas, rassurez-vous, prendre trop de temps pour cet exercice-là, mais quand même intéressant de voir quel type de directeur d'établissement, de médiathèque ou autre que les collectivités recherchent. Alors écoutez, j'espère que tout le monde aura compris que vous allez être des superman ou superwoman des collectivités territoriales et des établissements, parce que quand je lis les offres auxquelles les DAC participent dans la coécriture, elles sont validées par les directions générales et par les édiles, mais on est Christ là. Alors nous avons un certain nombre de responsabilités, nous DAC, dans ce qui est écrit là. Je ne veux pas me dédouaner en présentant quelques profils. J'en ai pris juste 2 pour vous dire. Là, nous sommes dans une ville de la grande couronne parisienne, donc déjà importante, qui recherche un directeur de médiathèque. Vous devez être capable de définir, élaborer et mise en œuvre un projet d'établissement pluridisciplinaire. Jusque-là, je crois qu'on s'entend. Et puis, 2e point, mise en œuvre de la politique culturelle de la ville. 3e point, recherche d'ouverture au plus grand nombre en menant une politique de développement culturel en direction de tous les publics. Management de l'équipe, animation, formation d'équipe, exécution budgétaire, garantie des procédures administratives et juridiques. Or, à l'époque de la gestion des droits numériques, notamment, cela est très complexe. Programmation et construction d'aménagements et d'équipements. C'est-à-dire que vous êtes carrément des assistants à maître d'ouvrage aussi. Voilà. Et je ne parle pas de l'évaluation, de la communication, etc. C'est-à-dire que bien souvent, dans les grandes communes, les grandes collectivités, vous êtes finalement un directeur d'affaires culturelles adjoint, en fait. On peut dire cela. Si je prends une autre fiche de recrutement qui tourne actuellement, là pareil, on est je crois qu'on est dans la grande couronne lyonnaise. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la fiche est classifiée en 3 temps: les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà là, on a un processus de recrutement qui est élaboré en fonction d'éléments techniques, d'éléments stratégiques et d'éléments de ce que j'appelle de l'attitude de la relation, par laquelle je conclurai tout à l'heure. Voilà, alors vous les connaissez, ces postes, vous les voyez, ils doivent parfois vous inquiéter au vu de la propension des compétences à développer. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Je crois que, et j'en viens à mon 2e propos, je crois qu'il faut dégager, à mon sens, 3 niveaux de compétences qui sont des compétences de niveau sectoriel. Vous ne m'en voudrez pas d'être devant vous aujourd'hui pas prolixe sur la question de cette compétence-ci. Par contre, il y a une 2e attente qui est une attente d'intégration de cette compétence sectorielle dans les politiques publiques culturelles. Et puis un 3e niveau d'attente d'intégrer votre travail au sein des politiques culturelles dans une politique générale globale. Je reprends juste ces trois enjeux sectoriels, stratégiques et de transversalité. Le mot a été prononcé tout à l'heure. Alors sur la compétence sectorielle, vous ne me voudrez pas aujourd'hui de ne pas les reprendre devant vous autour des nouveaux services que représentent effectivement les nouvelles compétences des bibliothécaires. Bon, ça je ne vais pas le reprendre ici même. On a parlé du numérique, mais c'est bien d'autres questions qui sont la gestion de l'espace, du temps, de la relation, de la médiation, des centres de formation, d'enseignement que constituent les bibliothèques, etc. J'insisterai plutôt sur les 2 autres compétences qui vous sont demandées, c'est-à-dire celle d'intégrer et de votre capacité à nourrir le projet culturel d'une collectivité. Ce n'est pas rien, parce que ça signifie, à mon avis, de maîtriser des enjeux qui sont au moins doubles. 1, la nécessité de comprendre que vous avez une action à mener dans le cadre des transversalités des politiques culturelles et des politiques culturelles associées. On parle d'éducation artistique culturelle, on parle d'inclusion sociale, notamment. Rappelez-vous que les édiles pensent que la bibliothèque est quand même une entrée en culture et une permanence culturelle sur leur territoire. Par conséquent, elle a un rôle à intégrer, à mener dans la politique générale de la collectivité.
Donc une question de transversalité et puis une question aussi dans le cadre de cette politique culturelle qui est de votre compétence, c'est de faire vivre et d'être acteur d'un réseau culturel. Tout à l'heure le nom a été prononcé d'écosystème, il me va bien. Acteur d'un réseau culturel qui lie un certain nombre d'équipements culturels, la salle de spectacle, le musée et autres lieux d'enseignement artistique comme une école de musique ou un conservatoire. L'enjeu pour vous et vos compétences qui va avec, c'est d'intégrer ces politiques culturelles, notamment par ces deux biais-là, la transversalité et la compétence de réseau. Et puis enfin, et surtout dans les grandes collectivités, quand on a affaire à des grands établissements, il est demandé effectivement aux conservateurs, aux directeurs, de savoir mener un positionnement stratégique. Je rappelle que les médiathèques, les grandes médiathèques de nos métropoles notamment, où il y a des concurrences culturelles, on n'a pas dit un mot, mais la réforme territoriale entraîne des vraies conséquences, pas uniquement en train de contraintes budgétaires, mais de coopération, le mot a été énoncé, il me va aussi, mais aussi de concurrence importante entre collectivités, et les médiathèques participent à cela, à ce positionnement d'une stratégie qui est parfois nationale, voire même internationale, de lieux que représentent les médiathèques. Et là, les compétences qui sont appelées, ce sont des compétences de représentation fortes, mais aussi, et pour le coup, je pense qu'on revient à des dimensions intellectuelles de votre métier, une capacité d'avoir des conservateurs qui portent un haut niveau d'exigence culturelle pour le territoire dans le cadre de grandes politiques générales. Alors, un mot pour finir cette petite seconde partie. Il y a d'autres attentes. Ce sont les attentes des usagers. Bon, je ne reviens pas non plus, je pense que tout au long de la journée, c'est votre domaine, et certain que là, il y aurait tant à dire. Entre l'offre, la demande, les droits culturels, etc. Nous sommes en plein dedans, la participation, enfin bref, j'en passe. Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer comment les acteurs culturels structurés attendent aussi de vous, des bibliothèques et des médiathèques, un engagement. En témoigne, vous savez que dans le cadre des conférences territoriales de l'action publique, les grandes régions se structurent, ou essayent de définir des politiques culturelles. Les Hauts-de-France, donc la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a fait appel aux acteurs culturels pour définir un projet. Donc c'est intéressant, cette méthode de co-construction, etc. Dedans, le CRL y participe. Et ils ont dégagé un livre vert qui a été publié. Et dedans, dans ce livre vert, vous avez 5 pages qui énoncent quelle serait une politique culturelle intégrant la politique publique. Et ces acteurs-là, ce sont des acteurs du spectacle vivant, des acteurs des musées, etc. Et c'est pas uniquement les bibliothécaires qui ont défini ce projet. Et ça me paraît très intéressant, parce que le livre vert publié par les Hauts-de-France, c'est cela, en introduction. Le livre et la lecture forment un secteur pluriel, entre culture et économie, composé de nombreux acteurs allant de la vie littéraire jusqu'à la conservation et la valorisation du patrimoine écrit, auquel s'ajoute la dimension économique. C'est un paysage diversifié formé d'individus et de structures qui contribuent à créer de la valeur avec des perspectives multiples, à la fois culturelles, éducatives, économiques. L'écriture et la lecture sont 2 piliers fondamentaux du fonctionnement de notre société. Et ce d'autant plus que la fonction du livre nous amène en dialogue perpétuel avec les savoirs ou l'imaginaire qui favorise une ouverture à l'autre. Donc dans ce livre vert, les axes qui sont donnés au rôle et à votre rôle sont les suivants. Création artistique, soutien et valorisation, inscription européenne et ouverture au monde. 2e axe, démocratisation et équité territoriale. 3e axe, éducation artistique culturelle, et j'en passe. Ça veut dire que cela, quand des élus prennent en main ce type de préconisation, il se dégage forcément derrière des niveaux de recrutement qui sont pluriels, avec des dynamiques complètement renouvelées. Pour finir, vous me dites si je suis trop long, on est bavard, les DAC, parce qu'à chaque fois on essaye d'expliquer aux élus ce que font tout le monde, alors on est très bavard, voilà. On a tout le temps, bon ça va. Non, je finis vite. Mon 3e point de mon intervention, c'était comment vos compétences se positionnent dans la collectivité territoriale. Et là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, en tant que spécialiste du secteur, il y a des configurations, des attentes fortes, mais en même temps, vous en avez. Et il y a parfois des incompréhensions, des dysfonctionnements. Nos collègues de l'Association des bibliothèques de France, l'ABF, certains peut-être participent déjà à l'association, ont sorti en 2015 un vadémécum à destination des personnels de bibliothèque
qui s'intitulait « Se positionner dans la collectivité ». Et se positionner dans la collectivité, c'est faire acte d'un certain nombre de compétences, comment on s'en sert, comment on les retient et comment on les avance. L'idée de ce Vademecum, c'est qu'il avait pour objectif, je cite, de vous fournir des pistes pour vous permettre de vous positionner vis-à-vis de leur hiérarchie administrative, dont les DAC sont, avec les directions générales des services, et de l'exécutif politique dont ils relèvent, en particulier en cas d'alternance ou de changement politique. Alors toute une première partie concerne les compétences légales et la légitimité légale que vous avez en tant qu'employé, avec les différents statuts, fonctionnaires, titulaires ou contractuels. Et puis la deuxième partie, et avant de conclure, je veux juste dire cela, la deuxième partie s'intitule « Comprendre le positionnement et le temps du politique ». Et je crois que là, la compétence, c'est pour ça que je conclurai tout à l'heure sur la nécessité de relation, et l'attitude de compétences de relation à acquérir, en tout cas c'est ce que nous, DAC, nous attendons des professionnels du secteur de la lecture publique. L'idée c'est que il y a, pour mieux appréhender le positionnement des élus, c'est qu'il faut essayer de se mettre à leur place. C'est ce que je fais tous les jours. C'est pas forcément simple, et je leur demande aussi de me mettre à ma place, et à votre place, c'est pas forcément simple non plus. Surtout selon les compétences acquises des élus, comment on se partage les politiques culturelles dans les exécutifs, etc. Ou parfois on ne se les partage pas. La recommandation qui est faite dans ce petit Vademecum, c'est de 1. Prendre le temps de l'appropriation, c'est-à-dire comprendre que nos élus, cette nécessité de comprendre ce que nous faisons, techniciens. Deuxième temps, c'est le temps de la validation et de l'aide à la décision, sans quoi nous avons un rôle partagé ensemble. Je le redis, il n'y a pas de politique publique sans décision, sans vote. Et puis troisième temps, c'est le temps de l'urgence, ce fameux temps qui souvent crée des dysfonctionnements quand le DAC vient vous voir en disant il faut faire ça, il y a une expo à faire, etc. Enfin, être dans l'urgence. Qui pourtant, cette urgence, à mon avis, très structurante, on pourra en dire un mot. Voilà. Je conclus en disant que vous voyez bien que j'ai été très très schématique, mais les compétences qui sont demandées sont à mon sens des attitudes. Des attitudes, et à mon avis c'est celle de la relation. Celle de la relation humaine entre vous les élus, vos directeurs, les usagers et vos agents, le personnel. On a parlé tout à l'heure de compétences managériales, je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus. Une relation stratégique, c'est-à-dire entre le territoire et votre action, entre votre action et les partenaires, et en général l'organisation de toute la collectivité territoriale. Une relation intellectuelle qui doit intégrer les mutations et les compréhensions de faits de société lourds. Et puis enfin, une relation de qualification qui quand même doit être, à mon sens, ce que nous devons, nous, en tant que recruteurs, repérer de manière claire et identifiée. Cette relation, c'est donc de la confiance. Je crois à cette nécessité de redire que nous sommes dans une relation de confiance, d'échange, de conviction, de partage, aussi bien entre techniciens généralistes que je peux représenter ce jour et nos élus. Nous sommes aussi dans une relation de soutien, de valorisation de ce que chacun fait, et ça ne passe pas uniquement par un bilan d'activité, et par aussi la compréhension de nos compétences respectives. Merci beaucoup. Vous avez commencé votre exposé en vous attardant sur quelques profils de postes publiés récemment et vous en avez montré les exigences. D'un autre côté, plusieurs d'entre nous ont relevé qu'actuellement il y avait une sorte d'appétence pour les fonctions de direction dans les bibliothèques. Est-ce que vous croyez que les deux phénomènes sont liés? Non, parce que je pense sincèrement... Je trouve quand nous ouvrons des postes et quand nous recrutons, je le dis hein, sans flagornerie aucune, je pense sincèrement que les niveaux de compétences en une vingtaine d'années sont remarquables en termes d'évolution. Ça devient très très compliqué non pas d'attirer hein, sur des projets même complexes, hein, je ne crois pas. La tension du marché, excusez-moi du terme, est tellement forte que nous n'avons pas de souci d'attirer à nous des profils, même sur des projets extrêmement complexes. Je vous citais cette capacité d'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'aux aspects managériels, jusqu'à développement culturel de territoire, et pas des petits territoires, hein,
pas des petits territoires. Hein. Par conséquent, non, on arrive toujours. C'est par contre le décalage après. On est parfois un peu tous surpris parce que entre effectivement le niveau de recrutement, la faisabilité du projet qu'on offre et les moyens qui sont disponibles, c'est là que parfois il y a des difficultés. Mais non, je vous rassure, je crois que vous aimez ces choses complexes. Donc je me tourne vers mes autres interlocuteurs parce que cela signifierait donc que cette inappétence des fonctions de direction se situe plutôt ou est plutôt réservée à la fonction publique de l'État. Non, c'est pas une inappétence, je pense que c'est plutôt une difficulté. Cette difficulté, elle vient certainement du fait que les tâches de direction, spécifiquement avec les fusions, s'alourdissent énormément, demandent à ce que ce paysage qui est toujours en reconstruction, il demande des compétences quand même très particulières, mais que c'est aussi des compétences d'équipe. Excusez-moi, mais quand on va être directeur d'établissement, on n'est pas forcément obligé de s'y connaître absolument en tout, partout, tout le temps. Par contre, ce qui est très important à mon avis, c'est que ces compétences-là, qui sont recherchées et peut-être plus difficiles à avoir, elles touchent effectivement à beaucoup de choses. Il faut être à la fois maintenant un négociateur de son propre budget, un manager de projet et d'équipe, s'intéresser au progrès collectif d'un service et de gros services quand même à l'intérieur de l'enseignement supérieur. Les bibliothèques, c'est quand même des gros services, il y a du monde. Et que cette compétence collective, c'est plus difficile peut-être maintenant, à mon sens, d'être ou de devenir directeur ou de suivre une fonction de direction que ça l'était à l'époque. Excusez-moi, je parle un petit peu en tant que directeur, je ne devrais pas, mais ça fait tellement peu de temps que j'ai quitté mon établissement que je suis encore un petit peu sur ce champ-là. Après, moi, je crois quand même beaucoup à la notion à la fois de parcours et de collégialité. C'est-à-dire que je pense que le positionnement du directeur, il doit être dans son... s'intéresser à la fois à ce qui se passe dans l'université, dans l'établissement où il est, s'intéresser au national, mais aussi être capable de pouvoir pousser des équipes, elles aussi, vers la gestion de projet et la façon de faire avancer les choses. C'est difficile d'être chef d'orchestre, je pense. Voilà, c'est compliqué, c'est pas impossible non plus, mais peut-être qu'au niveau justement de ce qu'on peut demander à un directeur, il y a aussi de la formation à faire, certainement. C'est-à-dire qu'il y a des compétences à acquérir aussi. Alors, je sais qu'il y a une formation de directeur qu'on a tous faite à un moment, mais elle aussi, elle doit peut-être évoluer, et puis elle doit être plus dans le sens, éventuellement, de s'entourer aussi. Les équipes sont là. Il y a du monde, donc il ne faut pas non plus se sentir complètement seul quand on est directeur. Or, peut-être que quand on fait les profils, ça a ce côté beaucoup trop incarné, qu'il faut peut-être faire évoluer aussi. Voilà. Merci. Et vous, Valérie Gaille, cette question des fonctions de direction? Les fonctions de direction, oui, je dirais que ça peut faire peur parce qu'il faut quand même une très grande énergie. Je pense que ça, c'est quand même... Il faut en être conscient, je pense que c'est quelque chose... L'homme doit être multicarte, ça peut faire peur. Il y a des lourdeurs, et puis dans les profils qui sont formés... il y a le fait aussi de s'éloigner de ses compétences, des savoirs scientifiques, et ça, c'est quelque chose qu'on doit un peu mettre de côté, et je sens dans les différents entretiens qu'on peut nouer avec les uns et les autres que c'est difficile d'abandonner, enfin, il y a de ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un directeur d'un établissement qui m'a dit, finalement, ça fait 10 ans que je fais cet encadrement, cette direction, eh bien j'abandonne, je suis un peu usée par ces fonctions managériales, je prends un temps de répit, je me reconcentre sur les compétences scientifiques, vers davantage de coopération. Je vais essayer de faire ça. Mais il y a une usure qui a fait que... Parce que ça demande beaucoup d'énergie, de l'entrain, et de savoir mener une équipe, c'est pas facile non plus, pas toujours. Il y a ces aspects de communication. C'est vrai qu'on n'est pas seul. Mais je crois que ça, c'est un frein. Dans les profils des conservateurs, abandonner un peu au quotidien l'exercice des compétences scientifiques, je l'ai ressenti comme quelque chose qui manquait, qui était peut-être aussi un frein au fait de prendre une direction. Voilà.
Oui, vous citiez un exemple, mais il faut penser à un autre. Nous avons tous en tête l'exemple d'un collègue célèbre dans la profession qui, quelques années avant son départ en retraite, a préféré laisser la place de directeur à son adjoint et prendre la fonction de directeur adjoint. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous voient à qui je fais allusion. Bien maintenant, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions qui souhaitent être posées aux intervenants. Des questions ou des observations, bien entendu. Nathalie Marceau-Ramel, directrice des études et des stages à l'ENSIB. Lorsqu'on commence à analyser une formation pour voir comment on va la réformer, on se dit qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement pour gagner du temps, mais ce qui frappe, c'est qu'il faut sans cesse ajouter des choses. Et c'est Valérie qui a dit très justement, on garde des compétences traditionnelles, mais il faut ajouter des choses. Et moi, la question que j'ai envie de vous renvoyer, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on peut enlever ? Parce qu'on ne peut pas, dans des formations évidemment non extensive, enfin à durée non extensive, sans cesse ajouter, sans jamais enlever. Donc je garde bien en tête qu'on peut faire certains enseignements autrement, mais peut-on s'entendre pour allonger la durée des stages, garder des exercices comme la gestion de projet, ajouter des cours autour du numérique notamment, ajouter des options et ne jamais rien enlever. Non, j'ai envie de me tourner vers Isabelle Helleux pour savoir ce qu'elle en pense. C'est un exercice difficile, surtout en face d'élèves conservateurs dans la salle. Qu'est-ce qu'on enlève? Vaste question. On s'est effectivement penché sur le sujet très récemment, puisque c'était vendredi dernier où, au sein d'un groupe de travail sur la refonte du DCB, on ajoutait sans cesse un certain nombre d'éléments, comme Nathalie Marceau-Ramel vient de le souligner. Ce qui peut-être pourrait être enlevé, je mets plein de précautions oratoires, vous l'aurez noté, c'est effectivement tout ce passage par des recontextualisations, tout ce qui est éléments vraiment de prise de connaissance de la profession, de son histoire, etc., qui peuvent peut-être parfois sembler un peu longs à l'ENSIB, en tout cas dans mon souvenir. Je ne me hasarderai pas à dire que c'est un sentiment partagé au sein de la profession, mais peut-être que si, j'ai quelques hochements de tête dans la salle, qui ne sont peut-être pas indispensables dans la mesure où en fait ce sont des éléments que l'on travaille pour préparer le concours et où on essaye vraiment de se familiariser avec le monde des bibliothèques et la profession en général, et qui donc au sein des études pourraient peut-être être enlevés. Après, c'est difficile de juger, même pour s'être penché sur les différentes maquettes de formation, c'est difficile d'enlever des choses parce qu'on a toujours envie d'en rajouter effectivement au gré des évolutions technologiques ou des évolutions des métiers ou des demandes aussi que l'on pressent ou que l'on connaît en établissement, notamment autour des missions, autour de la recherche qui prennent de plus en plus de place. Autour aussi de nouveaux métiers comme la communication, où là on sent bien que le conservateur doit aussi savoir communiquer et que ce n'est pas inné. Mais c'est effectivement une question difficile. Merci Benoît de me l'avoir renvoyé. Mais peut-être pourrait-on là, pour le coup, se tourner vers la salle et proposer aux élèves conservateurs de travailler ou de faire des propositions sur les suppressions de cours à l'ENSIB. Je ne dévoilerai pas les secrets, mais j'ai quand même fait quelques propositions de suppression lors de la réunion de vendredi, mais je ne dirai pas lesquelles. Autre question? Oui? Bonjour, je suis Geneviève Tom, je suis directrice des médiathèques de Neuilly-sur-Seine. Et en fait, j'ai une interrogation, une intervention en tout cas à deux titres. Donc à la fois en tant que directrice de bibliothèque municipale, mais également en tant qu'intervenante dans des IUT, enfin dans un IUT en l'occurrence, en tant qu'intervenante professionnelle. Or, après avoir fait très récemment les recrutements des nouveaux élèves de l'IUT de l'année prochaine, donc sortant du bac, on a effectivement, ce que vous soulignez tout à l'heure, un problème d'attractivité de la profession
qui fait que nous avons à la fois un nombre de candidats beaucoup plus faible qu'il y a quelques années et une réelle interrogation sur le niveau des candidats attirés. Ce qui fait qu'en 2 ans, nous devons leur donner un certain nombre d'apports professionnels pour leur permettre d'être employables ensuite. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une réelle question de culture générale, de culture, avant même d'arriver au numérique en fait. Ce que vous parliez tout à l'heure de cœur de métier, de compétences traditionnelles, y compris ça, en 2 ans aujourd'hui, on n'arrive plus à les former à ça. Donc on arrive avec des étudiants qui ont sorti d'IUT, donc qui sont censés être les techniciens de nos bibliothèques à venir, ne sont aujourd'hui pas formés. Alors, une fois de plus, je vais parler pour l'IUT dans lequel je travaille, hein. C'est peut-être pas le cas pour tous, aujourd'hui demandent une formation supplémentaire, demandent une formation continue, ce qui fait qu'en fait on a de moins en moins de recrutement à Bac+2. On a des gens qui vont continuer, puisqu'il y a un réel besoin de culture générale qu'on n'arrive pas à assurer là. Et la contrepartie, c'est qu'en tant que recruteur, cette fois-ci territorial, nous ne recrutons plus non plus à Bac+2 nos techniciens, ou nous les recrutons effectivement sur des filières différentes. Nous recrutons d'anciens libraires, nous recrutons personnes qui ont eu des parcours plus ou moins variés et différents, plutôt que des sorties de diplômes directs. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce constat? Constat partagé, on peut dire. On est en train de discuter avec ma voisine, de regret aussi que l'école ne forme pas suffisamment, n'arrive pas à transmettre la culture générale dont nous avons pu bénéficier. Ce constat, nous le partageons, et il ne vaut pas que pour les métiers des bibliothèques, malheureusement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici peut répondre. Ça nous dépasse un petit peu. C'est une question de formation au collège et au lycée. La valorisation aussi de la culture générale, peut-être d'une manière générale dans la société aussi, qui n'est pas faite. Je me permettrais d'ajouter quelque chose. Je suis Sylvie Cabral, j'ai la direction des études du titre de bibliothécaire documentaliste à l'EBD. Et depuis peu de temps, donc je suis plutôt une professionnelle, et surtout en cours du soir. Et ma population en cours du soir, c'est des gens qui ont déjà eu une première vie et qui ont été responsables de communication, qui sont des spécialistes de l'audiovisuel, qui ont été monteurs, scénaristes, qui ont été dans le théâtre, et puis parfois qui ont été en pharmacie, donc qui ont ce terreau de diversité et qui vont y ajouter les compétences spécifiques de bibliothécaire documentaliste. Et je constate que peut-être c'est au travers aussi de ces reconversions, mais ça pose la question aussi de l'intégration de notre jeunesse, qu'on arrive à trouver ces personnages quand même assez multiples que vous décrivez en termes de besoins. Oui, je crois que vous avez raison. Je veux dire, nous, on est particulièrement sensibles au parcours que certains appelleront atypique. Alors, je sais que c'est difficile d'entendre cette notion-là ici, dans des cursus très identifiés, vous m'excuserez, mais c'est quand même important. C'est quand même important. Quand je parle d'attitude, c'est aussi une attitude professionnelle, antérieure, ou une relation à différents métiers qui participent à la construction de notre société. Et la notion de parcours, tout à l'heure, vous parliez de trajectoire, c'est un mot qui est très important. Et effectivement, on a des appétences, des apports, des convictions, je le dis, parce que les affaires culturelles, c'est une affaire aussi de conviction. En tout cas, je le pense. Et donc, c'est intéressant parce que, effectivement, je le dis, le positionnement, notamment moi, quand travaillant avec les élus, le parcours d'un élu à la culture, il n'est pas direct. Et il a besoin aussi de se confronter à des parcours qui sont un peu d'ordre un peu plus atypique, de croisement, qui ont généré des idées, des capacités techniques différentes. Alors certes, peut-être pas pour des niveaux
de direction de grands équipements, mais dans les équipes, c'est très important qu'on ait là quand même des personnes qui ont été voir ailleurs. Moi, j'ai recruté effectivement des spécialistes de cinéma dans le cadre d'une vie culturelle professionnelle antérieure de scène nationale où il y avait des cinémas. Parce que il me semblait intéressant que la culture générale autour du cinéma, notamment pour les nouvelles générations qui là est de plus en plus compliqué, soit acquis en dehors même des cycles de formation traditionnels sur la question, mais dans des cycles qui confrontent la pratique cinématographique dans le cadre de la diffusion et du rapport aux usagers. Et donc il arrive effectivement que des profils ouverts, avec des acquis professionnels antérieurs, peuvent correspondre effectivement à des postes qui intéressent les collectivités. Merci. Sur cette question, j'aimerais entendre l'avis du directeur d'une grande bibliothèque, et donc je me tourne vers Gilles Eboli. Quelle était la question ? La question, c'est celle des parcours atypiques, oui, des oui. autres professions. J'allais intervenir, demander à intervenir là-dessus, en formulant un petit peu la question. Mais puisque tu me passes la parole, moi je voudrais tout d'abord saluer le chantier que couvre l'ANSIB autour du modèle de bibliothécaire finalement. Je me suis toujours intéressé à la problématique du modèle de bibliothèque, donc fatalement à un moment il faut s'interroger aussi sur le modèle du bibliothécaire. Et je vais rebondir aussi sur ce que disait Nathalie. Qu'est-ce qu'on va enlever ? La question que je me pose pour répondre à ta question, Benoît, c'est comment transmettre, enseigner, travailler dans une école ce qui traditionnellement ne s'enseigne pas, ce qui est un petit peu impalpable. Et c'est ce que j'ai noté au travers des différentes interventions que j'ai trouvées toutes extrêmement intéressantes, parce que, et ce que disait surtout Frédéric Lafont, mais pas seulement, ce que disait aussi Sophie Mazin, c'est on parle là pour faire la différence, pour trancher, on parle d'une question d'attitude. Et les mots qui ont été mis en avant, c'est conviction, ambition, concurrence, exigence intellectuelle. Comment, dans une école, enseigner la conviction, puisque c'est ça qui va emporter dans un environnement concurrentiel la réussite de l'établissement. Comment enseigner, cultiver la conviction, comment légitimer l'ambition, la soutenir, comment aussi se mouvoir dans un environnement, je disais, de concurrentiel, comment emporter le morceau, comment aussi, une fois qu'on a dépassé le b.a.-ba évidemment, et là mes termes sont un peu trop forts, mais le minimum vital de l'administratif, du technique, etc., comment maintenir une exigence intellectuelle, une ambition culturelle au sein d'une collectivité, et puis enfin aussi enseigner, comment enseigner un élu, comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les ressorts qui le sous-tendent. Voilà. Je pense que ça va rendre la grille pédagogique encore plus compliquée, mais c'est des questions que je me pose dans ma pratique de direction. Et c'est vrai que sur ce point de la direction, j'ai observé aussi que voilà, c'était des fonctions qui attiraient peut-être aujourd'hui moins qu'hier, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore la réponse à ces questions impalpables, et que l'ANSIB, qui est tout à fait légitime pour les poser, va très vite apporter des réponses à toutes ces questions. Oui, je pense que Ivalix pourra retenir pour une prochaine estivale une table ronde qui pourrait s'intituler « Comment enseigner l'impalpable ».